posé cette question sur la question de la libre circulation de données qui est nécessaire à notre économie et comment on va concilier cet impératif de libre circulation avec des questions de confidentialité, de protection de données personnelles et des droits fondamentaux des citoyens et des entreprises. J'avais une deuxième question, je l'ai fait un peu en rafale, sur les rôles, les répartitions de rôles. On a parlé de l'ANSSI, etc., entre l'État, les différentes autorités administratives, tout le monde connaît la CNIL, etc., et les juridictions, et quelles sont les conséquences pour les acteurs économiques. Et ma petite pique, c'était est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai consentement éclairé à cette collecte colossale de données personnelles aujourd'hui? C'est vrai que pour la circulation des données, c'est tout à fait fondamental. Maintenant, on est dans un univers tout à fait numérique et il faut à la fois, c'est des leviers économiques et en même temps, il y a des risques que tu viens de largement souligner. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est où est-ce qu'on place le curseur entre cette circulation des données, cette protection des consommateurs et des utilisateurs de ces données et éviter évidemment de se les faire dérober. Donc le législateur a répondu à l'ensemble de ces enjeux par, bon, vous connaissez tous le RGPD, hein, on a l'impression qu'avant le RGPD il n'y avait rien alors qu'il y a des textes beaucoup plus anciens, la loi de 78, la loi du 5 janvier 88 qui a survécu au temps et qui permet de réprimer la plupart des atteintes au système. Hein. D'ailleurs, souvent, on a une atteinte au système et également un vol de données, enfin une extraction de données. Donc, on a un arsenal assez complet, reste évidemment à le mettre en œuvre. Vous parlez, alors je vais répondre en, je dirais, mêlant les deux questions, hein, puisque par exemple, pour faire la circulation des données, la préservation des données, évidemment, vous citiez la CNIL, qui est la vigie de la protection des données personnelles. Hein, donc, la CNIL est tout à fait fondamentale et accompagne les entreprises notamment dans la mise en conformité au RGPD. Hein, donc, il y a eu aussi beaucoup d'efforts hein, sur les sites, sur des documents pédagogiques aussi qui rejoignent. D'ailleurs, il y a des connexions. Vu de l'extérieur, on pense que cet écosystème est un petit peu nébuleux. En fait, il y a de plus en plus une articulation entre l'ensemble des acteurs. Hein. La CNIL, évidemment, par exemple, il peut y avoir en cas de cyberattaque une double notification. C'est-à-dire notification à la CNIL pour le vol, enfin la fuite de données, et parallèlement, quand il y a une atteinte au système, évidemment, l'ANSSI doit être avisée. Donc, toutes ces structures se coordonnent. C'est vrai que vous allez peut-être vous dire aussi, même moi, avant de rejoindre l'Agence numérique en santé, je connaissais assez mal cette structure. Donc, en fait, on peut dire que cette agence, elle travaille d'ailleurs avec la CNIL, avec l'ANSSI, avec l'ensemble des acteurs, mais plus spécialisée sur ces données particulièrement sensibles qui sont les données de santé, aussi bien des données des patients que l'ensemble des acteurs de santé. Donc, on voit bien que ces institutions se coordonnent. On a les services d'enquête, police, gendarmerie, douane, qui de plus en plus créent des départements. C'est vrai que notre soirée est tout à fait d'actualité. Les services de police, gendarmerie viennent de se restructurer pour être encore plus efficace avec la création d'un OFAC, enfin un office, le sigle est plus lisible que le précédent OCCTIC. Donc, ces différents services, hein, pour faire simple, sont en fait les fournisseurs de l'institution judiciaire. Hein. Donc, ça pose la question du signalement, du dépôt de plainte. Il faut que la justice soit au courant et par le biais des plaintes ou des signalements qu'il y a eu des violations de données ou des cyberattaques. Hein. C'est tout à fait essentiel que l'ensemble des acteurs et particulièrement le monde de l'entreprise, hein, surtout qu'on est dans un contexte quand même
déstabilisant actuellement. On est dans une crise, évidemment l'inflation, une crise géopolitique qui nous remet vraiment en cause. Donc c'est d'autant plus essentiel pour les entreprises, pour que l'économie continue à tourner, de préserver son patrimoine informationnel. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et malheureusement, un certain nombre d'entreprises ont été même en règlement judiciaire suite à des cyberattaques de taille. Il y a des enjeux, évidemment, vous avez cité aussi les hôpitaux, il y en a toute une série, à tel point que nous avons un programme CARE de cybersécurité qui est en train de se mettre en place pour accompagner les hôpitaux, parce que ça peut même aboutir à des morts, hein, des patients qui n'auraient pas été pris en charge efficacement. Et le législateur, d'ailleurs, récemment, a introduit une notion de circonstances aggravantes quand une cyberattaque donc met en péril la vie d'autrui. Hein. Donc c'est tout à fait fondamental. Donc évidemment, nous sommes dans un écosystème au niveau à la fois des textes qui sont en pleine évolution. On parlera peut-être bien sûr, il y a le RGPD, mais il y a Nice en matière de cybersécurité. Je pense à Nice 2. Il y a une dynamique européenne, DSA, DNA, MICA, enfin, il y a un tas de textes. Le problème, c'est leur mise en œuvre. Donc, à mon sens, il faut renforcer une véritable politique publique et une politique pénale en la matière. Au niveau judiciaire, moi, j'ai quelques années d'ancienneté dans la magistrature, beaucoup même, et j'ai vu ce glissement aussi de la délinquance vers le numérique. Il n'y a pas cette confrontation auteur-victime. Vous pouvez commettre une cyberattaque à l'autre bout du monde dont les effets vont se faire sentir, par exemple en France, et le temps que les délinquants sont localisés, il y a de la marge, donc dépérissement des preuves. Problème de coopération internationale qui se renforce, mais il y a encore une marge de progression. Hein. Moi j'ai été encore récemment à la Cour d'appel de Paris où on centralise les affaires à Paris, donc à dimension internationale, qui nécessitent des investigations qui sont complexes, hein, qui mettent en marche aussi, par exemple, Europol, Interpol, pas que des structures nationales. Et on aboutit à l'interpellation d'un certain nombre d'auteurs. Alors, on peut dire c'est une goutte d'eau dans la masse, mais les délinquants quand même suivent au plus près l'actualité judiciaire, donc c'est quand même des avancées significatives. Hein. On peut toujours faire mieux. Je pense la meilleure solution, évidemment, c'est éviter les procédures et anticiper ces risques numériques par tout ce qui se fait, la prévention, la sensibilisation, et il y a un travail énorme qui est fait au niveau étatique, mais qui est encore un peu méconnu, et il faut aussi renforcer les moyens pour accélérer aussi le traitement des procédures. Hein. Ça aussi, moi je suis même en matière pénale, pourquoi pas un référé pour faire justement traiter en priorité les affaires liées aux atteintes au système de traitement automatisé de données ou de collecte illégale, etc. Alors, au niveau arsenal législatif, on n'est pas du tout en retard. On est même, d'ailleurs, beaucoup de pays étrangers s'inspirent de nos législations. Le problème, c'est la mise en œuvre, les moyens, et c'est sûr qu'il y a aussi une difficulté, c'est que le numérique démultiplie. Vous aviez une ou deux escroqueries, là vous en allez avoir 100 par jour, et c'est âgé continu, donc il y a une industrialisation de la délinquance, et ça pose quand même de grosses difficultés. Donc il faut se sensibiliser, s'informer. Vous parliez, il me semble aussi, de la blockchain, qui peut être aussi un moyen de sécuriser les transactions et donc sécuriser la preuve, apporter des éléments. Bon, évidemment, les délinquants, qu'est-ce qu'ils font? J'avais écrit aussi sur les innovations numériques et s'engouffrent dans toutes ces innovations numériques qui sont plus ou moins réglementées. Hein. C'est clair qu'on a beaucoup d'affaires, sans diaboliser les cryptoactifs, on a beaucoup d'affaires où c'est pas le cryptoactif en eux-mêmes, mais par exemple c'est les plateformes qui vont être piratées.
Évidemment, c'est des préjudices qui sont énormes, mais nous avons, d'ailleurs, l'affaire va être jugée en 2024, ce qui est quand même assez récent, parce que l'interpellation est d'un an à peu près, un homme d'affaires qui commercialisait, je peux en parler même si l'affaire n'est pas jugée, puisque la presse en est fait largement l'écho, cette affaire Sky ECC, où un homme d'affaires commercialisait des applications hyper chiffrées qui permettait de contourner les services d'enquête. Et donc, il y a eu énormément d'entreprises victimes de ces agissements et même des affaires de trafic d'envergure, y compris des affaires d'assassinat. Donc, je pense que la lutte contre la criminalité numérique, qui est une délinquance financière, devrait être une priorité véritablement de politique pénale. Voilà quelques éléments et je répondrai volontiers à vos questions. J'insiste un petit peu, Myriam, je m'excuse, sur le consentement éclairé. Parce que alors c'est vrai qu'en théorie, bien sûr, consentement, voilà, mais bon, quand vous avez X pages de conditions d'utilisation, le consentement éclairé ne l'est pas toujours. Nous faisons le clic, et le clic, c'est votre consentement. Je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui, mais on n'a absolument pas du tout la compréhension, souvent, de la portée de notre consentement. Et donc, je pense que la manière dont le consentement est accueilli est vraiment à revoir. Oui, complètement. Il y a beaucoup de notions, enfin pour terminer, mais pour aller dans le même sens que vous, je pense aussi à des notions, par exemple, quelqu'un est mécontent de son éditeur, veut récupérer ses données. On est confronté à ce problème-là au niveau de l'agence. Il y a tout un débat sur la portabilité des données, la réversibilité des données. Certains éditeurs facturent, est-ce qu'ils peuvent facturer, etc. Il y a un débat. Il y a même des problèmes de compréhension de certains un texte entre cette distinction subtile entre c'est un particulier qui peut réclamer ces données, donc là on est dans le cadre de la portabilité des données, alors que au niveau des entreprises c'est dans un cadre contractuel et donc là c'est la réversibilité. Alors j'essaie d'expliquer ça à des non-juristes, ce n'est pas évident. Alors il y a aussi cette spécificité liée au numérique, c'est qu'on doit travailler sans être vraiment technicien, c'est vraiment travailler avec toutes sortes de métiers.